Bonjour à tous, je vous embarque dans la machine à remonter le temps en 1981. C'était il y a 30 ans, une bande, une petite poignée de jeunes catholiques décidaient de partir à l'autre bout du monde à l'aventure, mais une aventure pas comme les autres, une aventure de solidarité internationale. À l'époque, certains décident de partir en Inde, d'autres en Afrique, sous l'égide d'une ONG naissante, balbutiante, encore inconnue, et qui porte le nom de Fidesco, une ONG fondée par la communauté catholique de l'Emmanuel. C'était il y a 30 ans, en 1981. 30 ans plus tard, Fidesco est toujours là, bien présente, plus que jamais, sur le domaine de la solidarité internationale. Et Fidesco fête donc 30 ans, un anniversaire qui fête 30 ans d'existence et 30 ans de croissance, puisque aujourd'hui, 30 ans plus tard, Fidesco envoie 200 volontaires réunis dans quelques pays, 35 en particulier pays dans le monde entier. Alors qui sont ces volontaires aujourd'hui ? Quelle est leur volonté? Pourquoi partent-ils à l'autre bout du monde? Qu'est-ce qu'ils apportent dans les pays dans lesquels ils sont envoyés en mission? Et surtout, qu'est-ce qu'ils retrouvent en retour? Qu'est-ce qu'ils expérimentent dans le cadre de ce volontariat international? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission de Caritas, réalisée en partenariat avec Fidesco, émission pour laquelle j'ai l'honneur d'accueillir 3 invités que je vous présente. On commence avec vous, Jean-Luc Mons, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de Fidesco International et vous avez été aussi président de Fidesco France. Oui. Pendant quelques années. Donc vous nous donnerez une vue aussi générale de l'activité de Fidesco. Éric Barthélémy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de Fidesco depuis 1 an. Depuis 1 an, voilà. Et donc on évoquera avec vous aussi et surtout l'avenir de Fidesco. Quels sont les projets de Fidesco pour les années qui vont venir? Et Clémence Fipaz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une ancienne volontaire partie pour Fidesco pendant 2 ans, c'est ça, en Indonésie? Exactement, de 2002 à 2004. En tant qu'ingénieur agricole, hein, c'est ça? Exactement. Dans quel cadre? C'était quel centre, quelle activité que vous avez faite très rapidement? Rapidement, c'était un centre de formation pour jeunes agriculteurs. Et donc on travaillait avec l'équipe locale sur la fabrication de confitures et de vins de fruits. Alors nous évoquerons évidemment votre expérience en Indonésie. Et puis au cours de cette émission, nous partirons aussi en Haïti, à la rencontre de 6 jeunes volontaires Fidesco qui sont actuellement en Haïti pour aider à la reconstruction de ce pays. Nous irons aussi à Paray-le-Monial, il y a quelques jours, des jeunes volontaires prêts à partir dans différents pays du monde entier pour Fidesco se sont formés, se sont préparés à ce grand départ. Nous les avons rencontrés. Alors, Éric Barthélémy, je voudrais commencer l'émission avec vous sur cet anniversaire, 30 ans. Est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est encore jeune, c'est déjà une certaine expérience? Comment vous envisagez, vous, cet âge-là, 30 ans de Fidesco aujourd'hui? 30 ans, c'est un âge d'expérience, jeune, hein, parce que c'est la moyenne d'âge finalement de nos volontaires. Nos volontaires ont 31 ans de moyenne d'âge. Alors, c'est jeune, mais en même temps, on a déjà acquis pas mal de savoir-faire. Et on a notamment capitalisé certaines méthodes. On a tout un historique. On sait comment enseigner le français à des jeunes malgaches quand on ne parle pas le malgache, par exemple. On sait comment on fabrique du fromage à Madagascar, c'est à Madagascar, ou du fromage en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les mêmes techniques. Donc on a capitalisé nos savoir-faire. Et puis, on a structuré notre professionnalisme à travers, aujourd'hui, un certain nombre de procédures qui nous permettent de fonctionner de manière vraiment professionnelle et puis sécurisante pour les jeunes qui vont partir avec nous. Et on a été agréé en 2006 par l'État français qui reconnaît l'historique et le travail de Fidesco dans le volontariat. Et nous sommes maintenant la 4e ONG française en envoi de volontaires. Oh. Donc, devant nous, une belle perspective, mais déjà beaucoup de travail réalisé. Oui. Tout à fait. Fidesco, Jean-Luc Mons, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom a été choisi pour cette ONG catholique? Bien parce que donc elle a été créée par la communauté de l'Emmanuel. Et au fond, le désir de la communauté, c'était de répondre à un appel que les évêques nous ont adressé. Ils nous ont dit, c'était au moment du synode pour la famille. Beaucoup d'évêques africains étaient à Rome et nous étions à Rome aussi. Et ils se sont adressés à nous en disant « Mais est-ce que vous, une communauté catholique, vous ne pouvez pas nous envoyer des jeunes qui ont à la fois des capacités professionnelles et qui vont être des témoins de leur foi ?» On ne demande pas qu'ils soient des missionnaires, etc., mais qu'ils soient au moins, qu'ils aient une vie en conformité avec ce que demande l'Évangile.
Et donc, du coup, le nom est venu assez naturellement, Fides Co, la foi qui coopère. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que depuis sa naissance il y a 2000 ans, la foi de l'Église a toujours été une foi qui a aidé les hommes à se construire, à lutter contre toutes sortes de maux, etc. Et donc, on est dans cette lignée. Alors cette lignée, Clémence Fipas, Fides Co, la foi qui coopère, c'est une lignée dans laquelle vous êtes retrouvée quand vous avez voulu partir en Indonésie dans le cadre de Fides Co. C'était ça, ces deux mots étaient importants pour vous, Fides Co? Exactement, en fait, on a souvent le choix entre plusieurs ONG et Fides Co, c'était celle qui me correspondait le plus parce que justement, moi je voulais partir 2 ans, donner 2 ans pour aider les pauvres, donc être avec eux, travailler avec eux. Et la partie foi aussi était aussi très importante pour moi parce que je voulais partir en tant que catholique. Vivre de ma foi différemment dans un autre pays. Je connaissais ma foi en France, mais en fait j'ai découvert ma foi autrement, différemment dans un autre pays, d'ailleurs à majorité musulmane. Oui, on en reviendra. On reviendra sur cette expérience très forte de participer à une ONG chrétienne dans ce pays à majorité musulmane. Alors je le disais, 200 volontaires Fides Co sont actuellement répartis dans 35 pays différents. Et notamment en Haïti, 6 jeunes volontaires Fides Co œuvrent aujourd'hui à la reconstruction de ce pays qui, vous le savez, a été très fortement touché depuis le 12 janvier 2010, donc depuis plus d'1 an après ce terrible séisme. Et notamment, ces jeunes Fides Co sont présents auprès des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Je vous propose de découvrir leur travail et leur action avec ce reportage de Louis-Marie Soubrier. On regarde. Âgés de 22 à 27 ans, mariés ou célibataires, ils ont tous été envoyés pour 1 an ou 2 ans en Haïti. Volontaires pour l'ONG Fides Co, ils travaillent à la reconstruction d'un pays ravagé par un séisme, celui du 12 janvier 2010. On s'en rappelle, le bilan était lourd. 250 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. Aujourd'hui, 1 an après le terrible événement, les besoins à Haïti sont nombreux, en particulier pour les sœurs de Cluny, des religieuses en charge sur l'île de l'éducation de milliers d'enfants. Elles avaient demandé de l'aide, Fides Co leur a envoyé 6 volontaires pour leur prêter main forte. Et je suis très satisfaite des volontaires Fides Co. Et je dois dire que tous, ils donnent un beau témoignage. Ils ont reçu une bonne formation chrétienne et humaine. Et c'est très important pour ce que nous voulons faire de nos filles, cette formation qu'ils apportent. Nous pouvons nous appuyer sur eux et être sûrs qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes aux jeunes. Marine, 27 ans, est psychologue. Elle apporte un soutien, une écoute et une attention particulière à ces enfants blessés par le deuil d'un proche, par des difficultés familiales ou des souffrances morales. À travers sa compétence, la volontaire participe ainsi à la reconstruction humaine et psychique du peuple haïtien endeuillé. C'est un pays où, en dépit de ce qui s'est passé, en dépit de la souffrance qu'il y a pu avoir, il y a quand même une joie de vivre, une vie. Les enfants, ils ont souffert, ils ont vu des choses terribles, mais ils ont envie d'avancer. Donatienne, 26 ans, est elle aussi psychologue. Elle reçoit également des patients pour des consultations gratuites. Auprès d'elle, la population haïtienne se livre et se confie. On ne part pas simplement pour mettre à profit nos compétences, on part pour être. Et pour être avec les autres, pour essayer d'apporter un espèce de comportement positif, un optimisme, une espérance vis-à-vis des autres populations plus démunies. Et on est là pour s'intéresser à eux. Et je pense que en fait, c'est ça l'essentiel de la mission, s'intéresser à l'autre. Donatienne et Marine ont un savoir-faire à transmettre. Elles ont aussi et surtout un cœur à donner. Parties avec Fides Co, elles vivent à la fois une expérience professionnelle riche, mais aussi une aventure intérieure forte. Benjamin et Sybille, 24 ans tous les deux, participent quant à eux à la reconstruction matérielle du pays. Le jeune couple travaille pour reconstruire chapelles, écoles et noviciats appartenant à la congrégation des Sœurs de Cluny. Benjamin, polytechnicien de formation, assure un appui technique et s'occupe du suivi des chantiers. Sybille, gestionnaire de formation, s'occupe de trouver des bailleurs de fonds qui permettent de soutenir financièrement les projets de construction. On s'est mariés le 16 octobre 2010 et on est parti le 23 novembre. On avait à cœur de commencer notre vie de couple par un projet commun, par une construction commune. Ce qu'on cherchait, c'était de répondre à un appel qu'on avait profondément en nous, l'un et l'autre. On a essayé, tant bien que mal, de se mettre au service des autres à Paris, mais on avait vraiment besoin d'un abandon plus profond, d'aller plus loin dans
dans cette envie de service. Donc c'est ça qu'on a recherché en donnant 2 ans de notre vie. Je suis parti pour donner de mon temps, je suis parti pour servir, pour découvrir les autres, et je sais que ça me changera. J'ose espérer en bien, mais je ne suis pas parti pour me changer, je ne suis pas parti pour m'améliorer, pour être plus vendable professionnellement ou humainement. Thibaut et Anne-Cécile, 24 et 22 ans, tous les deux ingénieurs, sont partis eux aussi juste après leur mariage. Leur mission à Port-au-Prince, enseigner. Maths, physique et chimie, les professeurs en herbe ont du pain sur la planche. Parce que là, tu as défini H barycentre de A1, B-2, ma question c'est E barycentre de A, B, C. Le jeune couple aurait pu partir en coopération avec d'autres ONG, mais c'est Fidesco qu'ils ont choisi. Nous, ce qui nous a plu particulièrement chez Fidesco, c'est le fait qu'on s'intéresse à la personne dans son intégralité. On ne vient pas seulement pour une mission professionnelle, mais vraiment pour vivre avec les gens du pays. Fidesco, c'est un cadre, et on sait qu'on est dans un cadre spirituel fort. Participer à la mission universelle de l'Église, mettre humblement sa foi au service du développement, voilà la marque de fabrique de l'ONG catholique Fidesco. Aider des personnes, ça passe par l'aspect matériel, mais aussi et surtout par l'aspect spirituel. Donc c'était important pour nous d'ancrer notre mission dans notre foi. Pour nous, c'était important que ce soit aussi un témoignage pour l'Église et dans l'Église. On est là en tant que témoin, on est là pour témoigner que les chrétiens français et du reste du monde sont solidaires avec Haïti. Et on est là pour témoigner tout simplement de la parole de Dieu au quotidien, dans toutes les dimensions de notre simple présence, de nos compétences professionnelles ou juste des discussions. À chaque instant de notre mission, si on y arrive. Les 6 volontaires Fidesco en Haïti ne donnent pas, ils se donnent. Complètement, non seulement dans leur travail, mais dans toute leur vie. Un don incalculable. Et pourtant, les uns et les autres avouent bien simplement qu'ils donnent bien peu comparé à ce qu'ils reçoivent. Ils ont conscience qu'à eux seuls, ils ne changeront pas le monde, mais quand ils se retrouvent le soir pour prier ensemble, ils sont tous heureux de leur choix, ils sont persuadés que le jeu en vaut la chandelle. Fidesco présente donc du côté d'Haïti pour reconstruire ce pays avec d'autres ONG bien sûr. Clémence Fipaz, je vous ai vu réagir pendant le reportage. J'imagine que ça a dû évoquer pour vous aussi des souvenirs, votre départ donc en Indonésie et le fait d'avoir vécu 2 ans de volontariat. Qu'est-ce que ça a pu... Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné chez vous dans votre expérience? Ce qui a résonné pour moi, c'est le côté professionnel. Ça, oui. C'était pour moi important. J'avais déjà travaillé 3 ans dans une entreprise. Je démissionnais pour partir avec Fidesco. Donc, c'était un choix important. Et dans le choix de Fidesco, il y avait ça aussi, c'est de pouvoir partir dans une mission qui était professionnelle, qui correspondait à mes attentes professionnelles. Donc, je faisais de la transformation de produits. Donc, ça, c'est exactement mon métier. Je fais de la transformation de produits. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait un peu réagir et un peu sourire sur de dire, voilà, on est là pour être avec les gens. Il disait aussi à un moment dans le reportage, on se donne complètement et il y a le côté professionnel, mais on est aussi avec les personnes. On est là pour discuter avec eux, participer à la vie du village. Ça aussi, c'était important pour nous, d'être simplement là et d'être un témoignage juste en étant là, en participant au choral de la paroisse, en participant à faire des concours de foot ou de badminton. J'ai fait aussi des concours de danse indonésienne. Bon, voilà, on est juste là et on est bien tous ensemble. Être là, Éric Barthélémy, c'est aussi une des manières, une des marques de fabrique, j'allais dire, de Fidesco, du volontariat Fidesco. Mais je pense que ça le caractérise. Moi, en voyant ce reportage, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est que ma conviction, qu'est-ce qui m'anime en tant que directeur de Fidesco en voyant ça, en voyant ces volontaires témoigner. Je me dis, dans le monde, il y a 1,2 milliard de pauvres. Ils étaient aussi 1,2 milliard en 1970. Pourquoi, alors qu'on est dans une société très philanthropique, tout le monde, des ONG, l'État, des particuliers s'investissent, pourquoi le résultat est aussi imparfait? Je crois que c'est Paul VI, déjà en 67 dans Popularum Progressio, qui disait le moteur principal du développement, c'est l'amour du Christ. Et on a vu, ça touche l'homme dans son intégralité, matérielle, spirituelle, humaine. Mais d'abord, c'est l'amour de Dieu qui est premier. Et qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est rencontrer un cœur,
Et je crois que seul un cœur rencontre un cœur. C'est ça qui nécessite de se former, de se projeter vers l'autre, de le regarder, donc d'avoir un cœur qui voit. Et je suis un peu impressionné, même très impressionné par ce que disent les volontaires, parce que vraiment, on voit que sur le terrain, ils ont saisi ça. Au-delà de simplement un premier besoin, c'est montrer en quoi l'autre a du prix à nos yeux, comment lui faire partager cet amour de Dieu qu'on a rencontré, qui nous a saisis et qui fait qu'on a tout quitté pour partir, pour être témoin de l'espérance, qui est vraiment un rayonnement fort, qui rend possible la construction d'un monde plus fraternel, plus juste, quoi. Moi, c'est ça le matin qui fait que je me lève dans la joie, que j'anime Fidesco, que je retrouve mon équipe et qu'on se dit super, il y a 200 volontaires qui sont en train de vivre ça, c'est extraordinaire, quoi. Et pourtant, dans des lieux où on voit qu'il y a des difficultés, Haïti, c'est quand même un des exemples les plus actuels d'une grande difficulté. Et pourtant, cette mission peut être vécue justement dans cette joie, dans cette attitude-là dont vous parlez. Oui, parce qu'on est vraiment au service de la mission universelle de l'Église, parce que Fidesco, c'est finalement la fidélité aussi, qui est un de ses grands traits. Nos partenaires, on était avec eux avant le tremblement de terre, on est revenu avec eux tout de suite après, parce qu'ils ont besoin de nous, on les a aidés à reconstruire, la sœur vous l'a dit, et on continue d'être là, et je pense que oui, être là, même dans des situations qui sont des situations difficiles, eh ben, c'est ça notre appel. Je pense que ça, c'est important. Oui, Jean-Luc Mons, je rappelle, donc vous êtes président de Fidesco International. Oui. Ça me paraît très important parce que les images peuvent donner à penser que peut-être dès qu'il y a un problème quelque part, ça y est, Fidesco débarque. C'est pas du tout comme ça. Comment ça s'est fait, justement, qu'on comprenne un peu le lien entre Fidesco et Haïti et les Sœurs de Cluny? On est à Haïti depuis plus de 10 ans. Oui. On est à Haïti parce qu'on a été appelé à Haïti par l'évêque local de l'époque. Et on s'est mis à travailler avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ça a commencé comme ça. Pourquoi aller à Haïti de notre part? Parce que nous donnons une priorité aux lieux les plus pauvres. Et vous savez que Haïti était déjà, avant le tremblement de terre, un des pays, si pas le pays, le plus pauvre au monde. Et donc, à partir du moment où on s'est engagé avec un partenaire, donc en l'occurrence ici les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et avec une église locale, eh bien on est là si le besoin augmente. Or, le besoin a immensément augmenté. On avait des volontaires sur le terrain pendant le tremblement de terre. Oui, combien? 4. 4. Et donc, j'allais dire, vous en avez envoyé 2 de plus, voilà. 2 supplémentaires. Et on en renvoiera encore en septembre d'autres, parce que les besoins sont immenses. Et vous voyez, ça nous est arrivé dans d'autres endroits. On est très présent à Madagascar. Oui. Il y a eu un cyclone à Madagascar, ça a été terrible. Eh bien, nos coopérants étaient là parce qu'ils étaient avant le cyclone. Et quand toutes les ONG urgentistes sont arrivées, qu'on connaît bien, eh c'est eux qui ont pu les aider. Et ils ont assuré un service que finalement, personne ne pouvait faire à leur place. Parce qu'ils connaissaient déjà le terrain. Et donc, ils ont ouvert toutes les portes, et c'est une complémentarité de métier, on pourrait dire. Alors, justement, on peut peut-être un peu élargir comment Fidesco détermine les endroits, les partenaires où vous allez envoyer des volontaires en mission. Comment ça se fait concrètement, l'envoi en mission d'un volontaire? On reçoit des appels, et donc des appels soit d'évêques qui nous disent « j'ai des projets de développement, j'ai des projets de service des pauvres, etc. et je n'arrive pas, j'ai besoin de telle et telle spécialité pour m'aider », ou bien parfois des ordres religieux, etc. Alors nous allons toujours visiter le lieu. On ne prend jamais une décision sur dossier. Je voudrais peut-être ajouter un peu quelque chose par rapport à ce que dit Jean-Luc, c'est ça. Et on a 48 personnes qui sont des correspondants pays, qui sont en charge d'un pays et qui, eux, vont voir nos partenaires, visitent les volontaires pendant les 2 ans sur le terrain. Et c'est eux qui, au contact des différentes congrégations, évêchés, paroisses, parce qu'on n'est toujours que des partenaires d'église, eh bien, décident d'envoyer ou de ne pas envoyer des volontaires en fonction de besoins repérés. Il faut que ça serve une population locale. Il faut que le projet soit pérenne et il faut que, surtout, on envoie une compétence qui ne peut pas être trouvée localement, car on veut pas faire de l'assistance. On apporte ce qu'on sait faire et on essaye, petit à petit, dans le temps parfois, de le transférer. Et ça, c'est le rôle des 48 correspondants pays qui travaillent avec nous, qui sont des bénévoles. Donc d'affiner les besoins et votre capacité ou pas, et votre pertinence à y répondre. Voilà. Ouais.
Alors, je vous propose de rester encore un peu en Haïti, où la reconstruction du pays donc tente de s'organiser, vous le savez, avec notamment l'appui de la communauté internationale, des ONG, mais aussi et surtout des Haïtiens. C'est d'ailleurs ce qu'explique un frère religieux dominicain rencontré en Haïti. On l'écoute. La communauté internationale nous aide beaucoup, mais il faut que la communauté internationale marche derrière ce peuple haïtien, en disant au peuple haïtien: que voulez-vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, avec vous, hein? La communauté internationale, malgré leur bonne volonté, ou sinon les ONG aussi, ne peuvent pas connaître la réalité haïtienne mieux que les Haïtiens. C'est les Haïtiens qui doivent prendre leur destin, si j'ose dire, en main. Aujourd'hui, il faut reconstruire. Il faut reconstruire Haïti, mais en commençant par reconstruire l'homme haïtien, reconstruire l'être, pour que ce petit peuple, c'est pas pour un rien, il va descendre en brûlant des pneus dans les rues, ou sinon en lynchant telle ou telle personne. Donc voilà, je dis qu'il faut reconstruire l'être pour que le dialogue, le pardon trouve sa place parmi nous, pour que chaque Haïtien sache que c'est lui, c'est nous, hein, ensemble, que nous pouvons reconstruire Haïti. Le 12 janvier, les frères dominicains, les religieuses, les personnels qui travaillaient chez les sœurs, chez nous, pour nous, qui nous aidaient, les gardiens, tout le monde, nous étions tous sur la cour dehors. Hein. On n'imaginait pas, tout le monde était sur le sol dehors, hein, pour passer la nuit. Et pour vous dire que les biens immeubles ne sont pas, si je dis, primordiales. On peut construire aussi des belles maisons, mais si ces personnes qui vont habiter dans cette maison-là ne peuvent pas savoir comment gérer une maison, donc on pourrait dire on lave les mains et puis on va l'essuyer après par terre. Jean-Luc Mouns, est-ce que Fidesco se substitue aux Haïtiens, par exemple? Ou je vais vous reposer la question d'une autre manière. Comment fait-elle pour ne pas se substituer aux Haïtiens? Mais, en tout cas, nous ne voulons absolument pas nous substituer aux Haïtiens. Et en fait, je pense que le bon moyen que nous essayons d'utiliser, c'est toujours de travailler avec l'Église locale, qui est l'Église haïtienne. Donc, les responsables avec lesquels nous travaillons sont des Haïtiens, les ordres que nous recevons viennent de Haïtiens, et on fait ce qu'on nous demande, très humblement. D'ailleurs, je trouve que ça ressortait assez bien de la séquence que nous avons vue, qu'au fond, les volontaires sont vraiment là, en train de faire ce qu'on leur demande. Hein? Et voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, dit Jean-Luc Motz. Clémence Fipas, vous, est-ce que, pendant votre expérience de 2 années en Indonésie, vous êtes des fois posé la question de savoir où était votre place? Comment on évalue justement la pertinence de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas? Et est-ce qu'il y a des moments donnés où vous êtes trouvé dans une situation où il fallait se poser un peu pour réfléchir, se dire là, il faut que je fasse ça, là je me substitue à un Indonésien, enfin je caricature un peu, mais est-ce que... Oui, parce que c'est difficile de se dire ça au jour le jour. Est-ce que tous les matins, est-ce que je me substitue à quelqu'un ou pas? Mais ce que disait Jean-Luc est vrai, c'est qu'on sait qu'on vient à la demande d'un évêque, donc il attend aussi quelque chose de nous. Nous, on travaillait en fait pour un centre de formation, pour un jeune agriculteur, donc il y avait une équipe indonésienne qui était là. Et eux allaient aussi de village en village pour former des femmes ou des hommes sur... Il y a eu de la couture, des cours de cuisine, sur d'autres choses. Et nous, on a apporté sur notre compétence sur la transformation de fruits. Donc, on fabriquait des confitures. Donc, on allait ensuite, après, on accompagnait en fait cette équipe indonésienne dans les villages et on faisait la formation de confiture. Parce qu'ils ne savaient pas faire de la confiture. Ils savaient, oui, si, ils savaient parce qu'ils mangent aussi quand même de la confiture, mais on a fabriqué de la confiture sur d'autres produits qu'ils ne fabriquaient pas. C'est-à-dire qu'ils utilisaient beaucoup d'ananas pour fabriquer de la confiture. Nous, on a fait de la papaye, du corosol, on a un petit peu étoffé, on va dire, la gamme de confiture. Et donc, on leur a aussi appris à fabriquer de la confiture un peu de façon proprement, avec des règles d'hygiène, pouvoir aussi en fabriquer de façon à ce qu'elles soient de la même qualité. Commercialisable, en fait. Voilà, commercialisable, exactement. Parce que le but, en fait, c'est qu'elles puissent, les femmes qui fabriquaient les confitures, qu'elles puissent les vendre par elles-mêmes,
sur le marché local si elles le souhaitaient, mais aussi elles pouvaient nous en revendre pour que nous ensuite on les revende dans des supermarchés. Donc pour nous c'était important que chaque groupe, s'il y avait plusieurs groupes de femmes, fabriquent de la même manière et fabriquent avec les mêmes, on va dire, standards qualité, si on peut dire ça, pour que la personne dans le magasin qui achète un produit de confiture, si elle en rachète un autre, qu'elle trouve exactement le même goût et la même texture, et que ça lui plaise et qu'elle en rachète un autre. Et est-ce que cette méthode-là a été pérenne? Est-ce qu'une fois que vous êtes parti, c'est quelque chose qui a continué? Alors aujourd'hui, ils continuent à fabriquer des confitures, toujours, avec cette équipe indonésienne. Et en plus, ce centre de formation s'est développé. Parce que quand j'y étais, en fait, de 2002 à 2004, ce centre de formation ne recevait pas de jeunes agriculteurs. Alors qu'aujourd'hui, ils en reçoivent, ils ont plusieurs sessions de formation et ils reçoivent des jeunes agriculteurs pour les former sur des techniques agricoles. Le centre, c'est recentré sur les techniques agricoles. Et a développé sa principale activité aussi. Est-ce que c'est important, Éric Barthélémy, d'essayer quand on apporte une aide, 3, 4, 5, 6 volontaires, d'avoir cette vision sur le long terme, de se dire, voilà, on apporte en fait un volontaire qui va être là pendant 1 an, 2 ans, mais en fait, c'est pendant 10 ans. Alors, on essaye à chaque fois de se dire, on entre dans une mission en se disant, mais quand est-ce qu'on en sort? Est-ce que c'est possible de penser une date de sortie? Ça dépend un peu des projets. Sur des projets agricoles comme celui de Clémence, ça peut prendre beaucoup de temps parce que pour passer des techniques, parfois, ça prend des années. Les gens sont paysans, hein, comme moi j'avais des origines aussi dans mes grands-parents paysans et on regarde un peu comment fait le voisin, quoi. Et puis si vraiment ça marche, alors on va y aller. Bon, on est dans ces cultures. Donc parfois ça prend du temps. Et puis ça dépend de nos partenaires. On a des partenaires, je pense notamment à 2 choses. Un collège au Cameroun. À chaque fois qu'on intervient, on intervient sur un poste différent. Et finalement, on apporte une vraie aide, mais sans remplacer systématiquement sur le même poste, si bien que le partenaire me disait, mais on aime bien être avec vous parce qu'on sent qu'on progresse. Et puis, on a eu de façon caractéristique un projet au Nigeria, un projet d'école professionnelle avec du matériel, dans lequel on a envoyé pendant plusieurs années des volontaires. Et puis maintenant, c'est terminé. Le projet est autonome avec des Nigérians qui travaillent tout seuls, qui travaillent sans nous. Donc c'est possible, oui, de transmettre, mais ça prend du temps. Il faut le réfléchir avant, en tout cas. Et comment on décide d'arrêter d'envoyer des volontaires sur une activité auprès d'un partenaire particulier? Alors ça, c'est le travail des correspondants pays dont on parlait tout à l'heure, de faire un bilan avec le partenaire en disant, voilà, on est là depuis 2 ans, 4 ans, 6 ans. Est-ce que c'est nécessaire un volontaire? Vous le redemandez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'on ne peut pas former quelqu'un localement? Et puis on voit avec lui si oui ou non on renouvelle ou pas. Donc c'est quand même à la discrétion du partenaire parce que c'est lui le propriétaire du projet. Et ça aussi, c'est caractéristique de Fidesco. Nous, on ne pense pas les choses, on ne fait pas des programmes. C'est le projet d'un partenaire qu'on accompagne. Donc c'est lui qui décide s'il nous rappelle ou pas, en fonction des besoins qu'il a identifiés, puis qu'on l'a aidé à voir aussi. Jean-Luc Mouns, est-ce que ça peut arriver qu'on refuse d'envoyer un volontaire auprès d'un partenaire qui est demandeur? Ben oui. Et sur quels critères alors? À différents critères. Il faut se rendre compte, si vous voulez... Moi j'ai l'impression que Fidesco vit de la providence de 3 manières différentes. Évidemment, la manière à laquelle tout le monde pense, c'est le soutien financier, mais on vit de la providence aussi pour savoir quels sont les jeunes qui vont venir nous trouver. On ne sait pas quelle sera la promotion de l'année prochaine. Est-ce qu'on aura 2 médecins ou 1 médecin ou pas de médecin? Donc si on nous propose des postes de médecins qu'on n'a pas de médecin, on est obligé de dire non, c'est clair. Hein? Et ensuite, on a aussi les postes. Et donc c'est une espèce de puzzle, parce que nous envoyons nos jeunes pour exercer leur capacité professionnelle. Donc il faut que les postes et les personnes se complètent bien. Donc déjà avec ce critère, il y a un certain nombre de postes que nous ne pouvons pas pourvoir. Et ensuite, évidemment, on tient beaucoup compte de ce que disent les correspondants de pays et il y a des arbitrages aussi. Si nous avons un médecin et 3 lieux qui demandent, on est obligé de chercher des critères pour privilégier un des lieux par rapport aux autres. Et souvent, un des critères, c'est si on est déjà engagé, oui.
comme on a insisté sur la fidélité, dans la mesure où on continue de discerner que c'est vraiment nécessaire, on préfère continuer là où on est que de se disperser et puis de finalement ne pas rendre un vrai service. Alors on parlait de l'attitude des volontaires, de la bonne place, la bonne attitude à avoir. Et pour avoir cette attitude juste, il convient aussi de se préparer et de se former. D'où ces week-ends de formation, ces sessions de formation et de discernement organisées donc par l'ONG Fidesco auprès de ses volontaires. Un de ces week-ends s'est déroulé très récemment à Paray-le-Monial. Ces quelques jours, Valérie Lussang y était pour nous. Je vous propose de découvrir son reportage. C'est par les louanges matinales que les volontaires de Fidesco démarrent leur journée de formation. Et aujourd'hui, le planning est bien rempli. Enseignements spirituels, témoignages, groupes de partage, les professeurs et intervenants se succèdent au micro afin de préparer ces volontaires à leur mission. Nous sommes en train maintenant d'arriver à un monde multipolaire, on a tout à l'heure. Et donc il va y avoir plusieurs pôles dans le monde. À 27 ans, Jonathan, de nationalité belge, a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle en Europe pour aller exercer dans l'océan Indien, à Madagascar, en tant que vétérinaire dans un centre de formation rurale. J'ai travaillé pendant 2 ans, oui. J'ai arrêté il y a quelques temps, mais pour moi, partir travailler comme volontaire dans la coopération, ça a toujours été un rêve. Et je me dis qu'au moment où je suis dans ma vie pour l'instant, c'était vraiment l'occasion de partir. J'avais envie de mettre mon temps et mes compétences professionnelles au service d'autres. Et ce qui est vraiment important, en tout cas pour moi, c'est l'aventure humaine d'abord. Et c'est une aventure qu'on ne peut pas faire ici en Europe. Il y a toujours un petit peu la pression de la société et puis ce côté mercantile de la vie qu'on a ici. Jonathan va rejoindre une équipe de volontaires Fidesco déjà installée à Madagascar. À 30 ans, Anna, elle, attend ce départ en mission depuis près d'1 an. D'origine polonaise, Anna a démissionné de son poste en hôtellerie pour enseigner l'anglais dans un pays dont elle ignore tout, la Thaïlande. J'ai reçu beaucoup dans ma vie. J'ai été malade quand j'étais jeune, donc j'ai reçu du sang. Il y avait des gens qui ramassaient de l'argent pour mon opération. Donc je me suis dit, tiens, voilà, c'est temps de donner, de redonner ce que j'ai reçu. Et donc c'est ma façon de remercier Dieu. Je suis sûre que cette expérience va changer ma vie. Changer de vie, Caroline et Pierre vont enfin réaliser ce désir qui les travaille depuis de nombreuses années. Caroline est avocate, Pierre, lui, est en poste dans une banque et sont les parents d'Antoine, tout juste âgé d'1 mois et demi. Une situation professionnelle stable, un bébé et pourtant, ils ont décidé de quitter leur confort parisien pour être professeurs d'anglais et gestionnaires d'un centre d'accueil pour enfants dans un pays au passé difficile, le Rwanda. Mais c'est vrai qu'on avait des boulots qu'on adorait, qu'on adore toujours d'ailleurs ici. Pour nous, il ne s'agit pas vraiment de tout plaquer aujourd'hui, c'est plus un projet de vie, un projet de couple. Ce projet nous permet de retrouver une liberté qu'on avait un petit peu perdue dans le système dans lequel on était, de se réenraciner dans nos valeurs à travers ce projet dont on sortira, je pense, profondément transformé. De quoi demain sera fait, on ne sait pas. On sait que ce ne sera pas facile tous les jours, mais je pense que la joie est notre principal moteur. La joie et la bonne humeur, c'est également dans cette ambiance que les volontaires participent à cette semaine de formation dispensée par Fidesco. Une semaine qui constitue d'ailleurs la dernière ligne droite avant le départ en mission. L'objectif principal, c'est de former ces volontaires, de former leur cœur aussi. Voilà. Ils vont partir pour se donner pendant 2 ans. Et d'avoir cette formation du cœur, cette écoute et cette attention qu'ils vont devoir donner à ces populations qui ne connaissent pas. Donc effectivement, il va y avoir des surprises. On ne peut pas tout prévoir, mais c'est au moins de leur donner des bases d'inculturation. Partir en mission à l'étranger, à ce moment-là, les volontaires ne le réalisent pas vraiment. Pourtant, le grand départ approche et c'est pendant la messe d'envoi qu'ils en prennent conscience. Je te demande de faire de moi, par l'action de ton Esprit Saint et l'intercession de Marie, un témoin de ton amour et de ta miséricorde.
y a une joie profonde de voir la générosité, la droiture de ces jeunes ou moins jeunes qui, au fond, veulent servir. Et donc là, il y a une véritable émotion. Mais j'étais très frappé là par les visages, par la droiture de cœur qui se manifeste, qui est pleine d'espérance. Célibataires, mariés ou jeunes retraités, ils sont 24 à partir d'ici le mois d'août en mission pour Fidesco. On commence à bouillonner tranquillement et je pense que ça ira crescendo dans les prochaines semaines. Le Rwanda attend Pierre, Caroline et Antoine pour début mai. Je me projette déjà et c'est vrai que maintenant, il est temps de partir. Ouais. Jonathan s'envole à Madagascar dans un mois. Je ne connais pas Thaïlande, je ne connais pas même ce bout du monde. Quant à Anna, son aventure en Thaïlande débute au mois de mars. Clémence Fipaz, je vous ai vu encore réagir pendant ce reportage. Qu'est-ce qui vous a fait réagir exactement? Je crois que c'est ce que dit un des volontaires qui s'apprête à partir. Oui, je pense qu'on ne peut pas parler de parenthèse dans sa vie. On ne part pas 2 ans avec Fidesco, ou je pense même avec n'importe quelle ONG, en mettant sa vie entre parenthèses. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Quand on part, et quand on revient, parce que c'est ça en fait la question, est-ce que j'ai mis 2 ans de ma vie entre parenthèses? C'est vraiment de la continuité. Moi, ce que ça m'a apporté en fait de partir, c'est que j'ai enraciné ma foi. C'est-à-dire pendant 2 ans, je suis partie avec Fidesco, j'ai vécu ma foi complètement différemment par rapport en France. Et ben ça l'a enracinée. Et je la vis aujourd'hui, encore aujourd'hui, après 6 ans. Après être rentrée depuis 6 ans, je la vis aujourd'hui et je suis sûre que si je n'étais pas partie, je ne la vivrais pas comme je la vis aujourd'hui. Et donc ce n'est pas une parenthèse, c'est une continuité. On continue, on décide d'accord de laisser un petit peu tomber notre confort, notre matériel, de laisser tomber les téléphones portables, de ne pas gagner beaucoup d'argent, soit, très bien. Mais c'est une continuité. Y compris sur un plan professionnel, vous qui avez travaillé d'abord 3 ans avant de partir, et 2 ans de volontaire à Fidesco, et après vous êtes revenu. Quel a été l'apport professionnel et quelle était votre trajectoire professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement en lien avec cette expérience d'Indonésie ou est-ce que c'est un domaine complètement différent? Racontez-nous un peu la suite, on a envie d'en savoir plus. Alors, effectivement, j'ai travaillé 3 ans dans une usine pharmaceutique. Après, je suis partie 2 ans en Indonésie, donc pour faire de la transformation de produits, parce qu'au départ, moi, je suis ingénieure agricole dans tout ce qui est transformation de produits. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai cherché du travail, comme tout le monde. Donc, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail dans une maison de luxe. Donc après, c'est un petit peu étonnant de revenir de 2 ans d'Indonésie et d'avoir donné 2 ans de sa vie, de travailler, parce que ce n'était pas un retravail, mais de travailler dans le luxe. Et en fait, au début, ça a été difficile. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais vraiment un grand écart entre l'humanitaire et le luxe. Mais en fait, ça m'a plu parce que je me dis que j'ai ma place là où je suis et de vivre de ma foi au travail, dans n'importe quel travail, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité. Et voilà, et là je continue, hein, ça fait depuis mon retour d'Indonésie que je suis dans cette société et ça me plaît et j'ai fait plusieurs postes dans cette société et je continue et ça me plaît. Éric Barthélémy, ce n'est donc pas une parenthèse, l'expérience de volontaire Fidesco? Oui, moi je tiens à réagir là-dessus. Avant d'être directeur de Fidesco, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans les ressources humaines d'une grande entreprise. Et donc, je peux voir l'apport pour quelqu'un qui vient retrouver un travail après 2 ans de mission. Il y a vraiment une similitude. L'entreprise, c'est aussi un monde multiculturel. On n'est pas tous de la même origine, on n'a pas tous le même langage, on n'a pas tous les mêmes références. Et donc, comment faire pour travailler ensemble? Un volontaire qui revient, il a fait cette expérience. Ensuite, c'est quelqu'un qui a pris un risque. Et l'entreprise, elle apprécie quand même des gens qui sont capables de se projeter, quitte à ce que ça soit un peu risqué. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable d'un engagement et de mener au bout son projet. Ça aussi, c'est une des grandes caractéristiques qu'on va chercher auprès d'un candidat. Et puis une densité humaine. Si on prend alors là, je vais peut-être mettre plutôt une casquette RH, hein, si on prend à comparaison quelqu'un qui sort d'école ou qui a 1 ou 2 ans d'expérience dans une entreprise
avec un VSI, un volontaire, donc, qui revient avec 2 ans d'expérience d'inculturation dans un monde complètement différent, il y a une densité humaine chez le volontaire qu'on ne trouvera pas toujours, et moins souvent en tout cas, auprès de quelqu'un qui est resté ici. Donc c'est une denrée, quelque part, très appréciée, et je crois de plus en plus appréciée, les volontaires qui sont partis à l'international comme ça. Il ne faut pas avoir peur en se disant « je prends un risque professionnel ». C'est pas complètement vrai. Hein. Alors, pour que ça marche, il faut quand même bien s'y préparer. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage. Jean-Luc Mouns, qu'est-ce qui est important dans cette préparation, dans cette formation pour des gens qui vont sortir de leur bulle, de leur vie d'avant, peut-être, pour aller dans un monde étranger, totalement étranger? Qu'est-ce qui est important, vraiment, dans cette formation? Moi, j'ai apprécié la parole de Marielle dans la séquence où elle dit « c'est la formation du cœur ». En fait, bon, les jeunes que nous envoyons, ils ont une formation professionnelle. On ne va pas leur donner une deuxième formation professionnelle. Au fond, ce qui est important, c'est de préparer son cœur à rencontrer l'autre. Et l'autre qui est vraiment très différent de moi, puisqu'il a une autre culture, il a une autre langue, etc. Et dans sa lettre Deus et Caritas, le pape Benoît XVI a justement demandé aux ONG catholiques de consacrer leur énergie à préparer, à faire la formation du cœur de leurs membres, et donc de nos volontaires. Et nous avons eu la joie d'ailleurs de participer à Czestochowa fin d'année dernière à une formation du cœur organisée par Coronum, justement pour l'ensemble des responsables des ONG catholiques européennes. Et donc ce point est essentiel. Et dans la formation du cœur, eh bien, il y a cette rencontre avec le Christ. Parce que finalement, c'est dans ma rencontre avec le Christ que je trouve la clé de ce que je vais vivre. Parce que je vais vivre ce que le Christ dit dans Matthieu 25, hein, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Alors, tous ces volontaires, ils vont rencontrer le Christ. Et on les prépare à cette rencontre parce que parfois la rencontre est un peu déstabilisante. Alors, on va voir une des premières personnes qui a participé à Fidesco. Elle s'appelle Guénola, c'est peut-être une des pionnières parmi les engagés dans Fidesco comme volontaire. Alors, on lui a demandé quel était, avec beaucoup de recul, vu qu'elle est partie il y a plus de 25 ans, quel était l'apport de cette expérience de volontaire Fidesco. Et voici sa réponse au micro de Valérie Lussang. Alors, on ne le mesure pas tout de suite, mais on sait qu'on est effectivement devenu un petit peu autre. On n'a pas envie de tourner la page, d'oublier tout ce qu'on a découvert, tout ce qui nous a transformés. On a le sentiment, enfin, j'avais le sentiment d'avoir su aussi un grand cadeau pour vivre cette expérience. Et voilà, je voulais qu'il reste disponible pour je ne savais quoi encore. J'ai repris mon travail d'infirmière à Paris, en soins à domicile. Assez vite, la communauté dans laquelle je suis rentrée, la communauté l'Emmanuel, m'a proposé d'abandonner mon travail d'infirmière pour pouvoir travailler comme permanente à la communauté. Et pour moi, c'était un peu un signe d'une mise à disponibilité à nouveau au sein de l'Église. Voilà, de pouvoir la servir d'une autre façon. Et donc, j'ai pu ensuite travailler au sein de Fidesco pendant 5 ans. Donc à la formation, au suivi de volontaires. Donc c'était pour moi un beau déploiement qui m'a permis aussi de découvrir par le suivi des projets l'Église dans le Maghreb. Donc une présence d'Église tellement haute qu'on ne peut pas l'imaginer a priori. Et puis en Roumanie aussi, un pays qui sortait d'une longue période de communisme. Donc voilà, c'était à nouveau un nouvel enrichissement pour moi, avec le sentiment d'une ouverture toujours plus grande aux réalités humaines et à cet engagement de l'Église dans le monde. Voilà, Guénola, une des pionnières de Fidesco. Donc, Jean-Luc Mouns, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans, depuis la fondation de Fidesco aujourd'hui, à la fois, j'allais dire, dans le volontariat, enfin ce qui était avant la coopération, aujourd'hui le volontariat, qu'est-ce qui a vraiment changé en 30 ans? C'est difficile à dire, je trouve. De notre côté, nous avons grandi, nous avons reçu la reconnaissance de l'État. Et je pense qu'on essaye de garder le même esprit. Et je pense que ce qui change peut-être, c'est les jeunes qui viennent nous retrouver.
parce qu'en fond, la société change très très vite. Et on voit qu'il y a une évolution aussi chez les jeunes. Et de notre côté, enfin pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment ma joie. C'est de voir que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a encore énormément de jeunes. Nous recevons des centaines de lettres de personnes qui voudraient partir. Et donc il y a encore dans notre société des jeunes qui ont de l'idéal, qui veulent se donner. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, vous parliez, les choses ont changé, les jeunes ont changé. Quels sont aujourd'hui les profils, j'allais dire, dont Fidesco aurait besoin ou a besoin aujourd'hui et qui partent en tant que volontaires? Quels sont les différents types de profils? À la fois profils, j'allais dire, de formation professionnelle et aussi des profils humains, voilà, jeunes, moins jeunes. Il y a des choses qui ont beaucoup changé depuis. Oui. Sur des profils humains, on a un spectre large. On envoie des jeunes célibataires, oui, des garçons, des filles. On envoie des jeunes couples, comme on a pu voir dans le reportage. On envoie aussi des retraités. Donc le spectre est très large, également des familles. Si je voulais dire humainement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelqu'un qui est d'abord mu par sa foi. On l'a dit beaucoup dans cette émission. Quelqu'un qui est humble, qui est souple, qui est simple. Je crois que c'est vraiment les trois qualités fondamentales qui font qu'on va pouvoir réussir pendant la mission. Professionnellement, on est aussi généraliste, donc on envoie beaucoup de monde en gestion, tous les métiers qui sont liés à la direction, à l'économat, à la conduite de projet. La médecine représente encore plus de 15%, médecine et puis tout le paramédical. Des jeunes en enseignement, en social, en éducation, alphabétisation, et puis construction et agriculture. Voilà un peu les grands domaines de Fidesco. Est-ce qu'il y a des niveaux de formation qui vous manquent, dont vous avez besoin aujourd'hui? Oui, en fait, il y a des niveaux et puis il y a des domaines. Oui. On cherche des agris. On a du mal à trouver... Des agris, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a une différence entre agro et agri. Alors dites-là. Eh bien, un agro, il planifie un peu des cultures, il va conduire un projet agricole. Un agri, lui, il cultive. Donc, il met la main à la pâte et on a besoin de ces profils-là. Et en général, on a des agros parce qu'on est plutôt sur un domaine Bac plus 5, Bac plus 3, Bac plus 5 dans le volontariat. Mais on fait un appel à des jeunes qui sont de formation BTS, voire des Bac Pro, des gens qui sont de formation, on va dire, plus courte, mais dont le besoin se fait ressentir dans les pays vers lesquels on envoie des volontaires. Et... Combien coûte alors déjà, deux questions. La première, c'est est-ce qu'un volontaire est payé? et la deuxième question, c'est combien coûte un volontaire pour vous? Bon, un volontaire a une indemnité. Oui. Et il est couvert par un statut qui s'appelle le statut de volontaire en solidarité internationale. On trouve ça soit en regardant sur le site Fidesco, soit en regardant sur le site du gouvernement. Et l'indemnité, c'est en gros quoi? Et alors l'indemnité, elle est une indemnité moyenne de 150 à 160 euros. Selon les pays, on l'adapte en fonction des besoins. Le logement est fourni par le partenaire et puis on ajoute aussi une indemnité de nourriture si la nourriture n'est pas fournie par le partenaire. Donc en fait, il vit comme une classe moyenne dans un pays, mais très modestement par rapport à ici. Seulement, on évalue que ses besoins soient justes. Donc le correspondant pays va voir les conditions de vie avant d'envoyer. On fait un petit bilan au bout de 3 mois sur le budget pour voir si ça marche. Et on appelle à une forme de radicalité, c'est vrai, mais qui est juste par rapport à ce que peut vivre un occidental en mission. Et combien ça vous coûte pour un volontaire qui part 1 an ou 2 ans? En gros, hein. Un volontaire en coût direct, oui, c'est à peu près 15 000 euros pour une année. Voilà. Et alors, comment Fidesco arrive j'allais dire, budgétairement, à réaliser cet équilibre, à envoyer des volontaires? Quel est en gros le budget de Fidesco et quelles sont vos recettes pour faire vivre cet organisme? Donc ça, c'est le souci du directeur tous les ans. Hein. Donc on a un tiers du budget de Fidesco qui vient de la reconnaissance du ministère des Affaires étrangères. Et puis, il faut chaque année, au 1er janvier, se dire maintenant, j'ai 70% de mon budget à trouver. Donc, Fidesco fonctionne avec des donateurs. Et on a 15 000 donateurs qu'on remercie vraiment du fond du cœur et qu'on s'attache à faire vivre aussi une belle histoire avec les volontaires et les missions qui vont soutenir en donnant à Fidesco. En fait, plus qu'un donateur, c'est un coopérateur. C'est quelqu'un qui part avec, d'une autre manière, servir la mission.
Alors c'est peut-être le bon moment pour justement indiquer aux téléspectateurs, s'ils le souhaitent, qu'ils peuvent soutenir Fidesco, vous soutenir tous ces volontaires, en effectuant des dons à l'adresse suivante, Fidesco, 5 rue du Bourg l'Abbé, 75 003 Paris. Je donne un téléphone, le 01 47 45 96 60 et un site internet www.fidesco.fr. Un dernier mot, Clémence Fipaz, qu'est-ce que vous pouvez dire en moins d'une minute, pour éventuellement un potentiel volontaire qui voudrait partir? Comment vous résumeriez l'intérêt de tout ça en 30 secondes? Si quelqu'un hésite à partir, moi je lui dis lance-toi, n'aie pas peur. Franchement, c'est une belle chose à faire, c'est une super expérience. Moi, j'en garde un souvenir toujours ému. Chaque fois, moi, que j'entends des volontaires ou que je suis toujours émue. Donc, lance-toi, pars et tu verras bien. De toute façon, c'est beau. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette émission. Voilà, je rappelle, merci beaucoup Jean-Luc Meuns, je rappelle que vous êtes président de Fidesco International. Merci à vous Éric Barthélémy, directeur de Fidesco, et à vous Clémence Fipaz, ancienne volontaire partie donc pendant 2 ans en Indonésie. Merci beaucoup à tous les trois. À vous. Merci bien. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de Caritas. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition de Caritas. À bientôt.